Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une manip dans le cadre Un chercheur, une manip, ici au Palais de la Découverte. Le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est le laser, et notamment le laser femtoseconde. Peut-être les femtosecondes, ça vous dit rien. Je ne sais pas si quelqu'un de la public peut me dire qu'est-ce que c'est une femtoseconde. Une femtoseconde, c'est une période de temps extrêmement courte. Je peux vous donner un exemple. La lumière, peut-être vous le savez, de la communication des astronautes, la lumière prend pour aller d'ici jusqu'à la Lune environ 1 seconde. Ça on sait, la lumière ou les ondes électromagnétiques plus générales. Mais dans une femtoseconde, la lumière passe juste à peine l'épaisseur d'un cheveu. Alors c'est extrêmement courte. Mais avant qu'on y va là-bas, je crois qu'il sera utile de vous expliquer le laser et son fonctionnement. Et là, avec le laser, nous avons le grand avantage que quand on comprend le mot laser, on le comprend. Qu'est-ce que ça veut dire laser? Laser, c'est un acronyme en anglais qui dit Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ok, en français, la traduction, amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça se fait avec une manip tout simple. On va construire un laser nous-mêmes. Le schéma de ce laser et les données là, sur ce graphique, il y a une source de haute tension tout simple consistant d'un transformateur haute tension, d'un brûleur de mazout, un rectificateur d'une télévision. Les deux composants ensemble, 7 € la caisse autour, ça coûte 20 €. Alors c'est la partie la plus chère. Et ça, c'est un appareil qui nous fournit la haute tension. Et cette haute tension, il y a une partie que je branche à une plaque métallique. Et je branche la terre là-bas. Je vais mettre ici. Et je vais vous montrer maintenant que ça c'est véritablement la haute tension. Regardez, je mets en route mon alimentation et ça tire des arcs. Alors c'est une source d'haute tension, bien sûr, bien entendu, qui ne tire pas beaucoup de courant, autrement ça sera dangereux. Et maintenant, sur cette plaque ici, qui est à la terre, que nous avons vue, je vais mettre une feuille transparente très ordinaire d'un projecteur de transparent et je vais le mettre sur cette plaque là. Alors, plaque de métal, isolateur et maintenant une deuxième plaque. Tout le monde le sait, qu'est-ce que c'est? Ça c'est un condensateur. Je branche alors à la deuxième plaque ma haute tension. Je vais le mettre brièvement en route et vous voyez, tac, ça charge. Encore une fois, ça charge. Il peut stocker de l'énergie, un élément de l'électricité. Maintenant, je vais mettre une deuxième plaque là-bas que je branche avec une résistance simple, 10 mégaohms pour les experts. Alors, nous avons maintenant plaque, résistance, plaque. Alors, 2 condensateurs et je peux les changer également. Regardez, plaque, ça charge. Tchac, ça charge. Ces 2 plaques, j'ajoute un élément que j'appelle un éclateur. Ça c'est un élément assez malin, une distance, je vais mettre ici 2 électrodes d'une distance assez courte. Qu'est-ce qui va passer? Là, la haute tension va charger la première plaque et la deuxième, et ensuite quand la tension est assez haute, ça va faire une étincelle et ça va mettre la deuxième plaque à la terre autant que celle-là est encore haute. Et finalement, ça va nous donner une étincelle entre les 2 plaques. Autrement dit, ou brièvement dit, ce dispositif sert à faire une étincelle électrique entre ces 2 plaques qui sont quasi parallèles. Et vous voyez maintenant, quand je le mets en route,
Vous voyez ici une étincelle de l'éclateur, mais vous voyez aussi l'étincelle entre les plaques. Mais maintenant, on va ajouter quelque chose. Je vais mettre ici un petit papier. Je vais mettre là un deuxième papier. Et je commence à taper mes électrodes. Je tape la première. Et je vois que l'étincelle est là. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étincelle, il commence toujours à l'endroit où la distance est plus courte. Alors ici, la distance est plus courte. Laissez-moi essayer de réparalléliser. Je tape alors l'autre côté. Et maintenant, l'étincelle est là. Ça veut dire maintenant la distance ici est la plus courte. La propagation de l'étincelle qui prépare les atomes, ça c'est pas tout à fait correct. Disons plutôt les molécules dans l'air. Et ça sont des molécules d'azote qui sont excitées par l'étincelle pour faire cette avalanche de lumière. Cette avalanche de lumière, appelons ça le laser. Le laser qui était Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplification de la lumière par émission stimulée de la lumière. J'espère que maintenant vous comprenez le mot, et avec ce mot, j'espère aussi que vous comprenez le laser qui est rien qu'une avalanche de photons dans une boîte d'atomes excités. Nous avons ici ce faisceau laser qui sort, un faisceau qui n'est pas bleu mais qui est ultraviolet, et là-dedans je mets un autre colorant que j'appelle le rhodamine, et vous voyez un couleur qui fluoresce jaune. Maintenant j'ai fait une légère modification du dispositif comme montré là sur le transparent. Je vais mettre une lentille cylindrique, ça va augmenter la densité de la lumière sur ma cuvette. Et maintenant regardez qu'est-ce qui se passe. Là j'ai ma fluorescence et ici il y a une tache jaune qui sort. Et cette tache jaune est rien qu'un laser à colorant, c'est-à-dire ce colorant là lui-même fait maintenant l'effet laser. Et cet effet laser, il sort des deux côtés, comme indiqué sur la figure là. Il sort la lumière visible, mais il y a une propriété qui est très intéressante. Le laser azote qu'on a fait d'abord, qui était dans l'ultraviolet, il marche sur une seule couleur. L'expert parle des 337 nanomètres, mais le laser à colorant qu'on a construit ici avec cette cuvette de rhodamine 6G et cette lentille cylindrique, il émet plusieurs couleurs. C'est-à-dire, ce laser, on peut le balayer, on peut changer sa fréquence. Et là, on a quand même plusieurs applications. Par exemple, ici dans ce transparent, nous voyons un laser envoyé dans l'air. Et Tobias, il va maintenant mettre en route le laser. Et vous voyez le laser ici, comme il sort. Il sort ici et on peut le voir à travers de ce bâtiment. Le laser, bien sûr, il irradie les particules dans l'air et il réfléchit un peu dans tous les sens, et c'est pour ça qu'on peut voir ce laser. Et le fait qu'on peut le voir, ça veut dire qu'on peut aussi retirer d'informations de ce laser, et ça on fait avec un instrument que vous voyez ici dans la prochaine image. Il s'agit d'un camion qui émet un faisceau laser comme vous le voyez. Sur ce camion, il y a un grand miroir, et ce miroir, on peut le bouger dans tous les sens. Et là, il y a une bonne raison. Cette lumière, il est émis, par exemple, vers une usine. Une usine, ça c'était une usine en Suisse qui produisait du salpêtre. Et le salpêtre, dans le processus de production du salpêtre, il y a l'émission du dioxyde d'azote qui est un fort polluant. Vous voyez comme avec le vent, cette pollution est distribuée un peu partout. Alors on peut mesurer avec ces lasers à distance la pollution dans l'air. Un autre exemple, là, vous voyez un non-voyant avec son bâton. Ce bâton-là, il lui aide de sonder par terre les obstacles pour s'orienter. Mais il y a des endroits où il ne peut pas sentir.
Et c'est pour ça qu'on a fait le lidar le plus petit du monde, qu'on a intégré dans le poignet de bâton de non-voyante. Et ce lidar a une portée seulement de 1,20 m. Ici, ce cône-là, mais qui protège sa tête. Et s'il y a un objet qui entre, c'est le vibrateur d'un téléphonique. Et c'est ça qu'on a choisi parce que c'était le meilleur marché. Ce poignet, il va vibrer, il va indiquer aux non-voyants que là, il y a un obstacle. Nous avons vu alors que nous pouvons réaliser un laser qui est balayable, où on peut changer couleur, et nous avons des applications. Maintenant, on se pose la question si ce même laser peut aussi utiliser le fait que les couleurs peuvent aussi vibrer simultanément. Pour cela, ou avec cette question, on va envahir dans le domaine des femtosecondes que je vous promis d'avance. Mais pour faire ceci, j'aimerais faire d'abord une manip que vous connaissez probablement. Ça, c'est le fameux diapason. Je tape contre un diapason et ce qu'on entend, c'est une vibration. Je tape contre un deuxième diapason. On entend également une vibration. C'est une onde, comme la lumière. Mais maintenant, je tape sur les deux. Et écoutez. Un et autre. Vous entendez un battement. Et comme la lumière est également une onde, avec la lumière, ça se fait la même chose. Mais prenons pas deux, prenons maintenant 3 couleurs. Et on va voir ce battement. Prenons 5 couleurs et le battement va encore plus exprimer. Au début, c'était wa, wa, wa. Maintenant, ça va devenir wa, wa, wa. Et avec 6 couleurs encore, avec 7 couleurs encore plus courtes, wa, wa. Et si on met 20 couleurs, tac, 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 les impulsions avec la quantité de couleurs qu'on ajoute deviennent plus en plus courtes. Et ça, c'est le parcours pour faire des impulsions extrêmement courtes, comme je vous dis, au domaine de la femtoseconde, quelques femtosecondes, 10 moins 15, 10 moins 14 secondes. Mais ce n'est pas seulement quand on fait des femtosecondes, des impulsions de femtosecondes, que la lumière, les impulsions deviennent plus en plus courtes. On peut également faire tel que l'intensité augmente de plus en plus. Et on peut arriver à des puissances qui sont comparables à la totalité des fabriques nucléaires, des installations nucléaires en France. Un laser comme ici derrière, dont la puissance de pointe donne quelques gigawatts. Ça, c'est des milliards de watts. Mais malheureusement, seulement pendant la durée de quelques femtosecondes. Et dans ces puissances-là, il y a des effets totalement nouveaux qui se produisent. Regardons un peu sur la table de notre laser femtoseconde et qu'est-ce que ça fait la lumière. Nous avons ici ce faisceau femtolaser et en principe, on n'a pas l'impression que ça c'est très fort. Mais prenons une lentille et laissons-nous le taper sur un cuivre, sur un centime. Vous voyez là, il tape sur le cuivre et il traverse. Il traverse et derrière une lumière jolie de plusieurs couleurs se produit, fait des interférences, fait des jolies structures qui sont esthétiquement très belles. Mais la lumière ici, d'abord elle est là, elle traverse, elle a percé son trou, un trou de 20 microns. Et on entend en même temps un certain bruit. Ça c'est la répétition du laser. Prenons maintenant cette petite cette petite pièce, et là-dedans, il y a un trou de 20 microns de diamètre. Ici, j'ai sorti le matériel, mais vous voyez quand même, on entend toujours le bruit, et là, nous voyons un petit tache blanc dans l'air. Je peux le transférer, et ici, avec la papier, on voit, ça interagit également, ça fait des jolies couleurs, et si on regarde de travers, on voit il y a des trous dedans. Ça n'a pas brûlé, mais ça fait des trous. Et
Comme ça, on ne peut pas seulement percer de petits trous dans un papier, mais même dans des bouts de métallique. Et bien entendu, il y a pour la usinage, pour le micro-usinage des applications formidables. Maintenant, on va le projeter, cette même lumière, à travers d'une cuve d'eau qui est ici. Bruno va alors changer maintenant la direction de ce faisceau et le faire passer à travers de cette cuve d'eau. Ici, il y a le faisceau faible, mais après qu'il a passé la cuve d'eau, il a une émission. Il fait la émission d'une lumière blanche qui est ici, après avoir passé d'un prisme, fait le fameux arc-en-ciel. Et maintenant, Tobias, il va mettre quelque chose qu'on peut dire un absorbant ou un polluant dans le parcours, et vous allez voir comment ça change la propriété de la lumière qui est transmise. Les composantes bleues et verts, ils sont absorbés, on voit quasiment que la lumière rouge qui est là. Pour ça, il y a des formidables applications aussi dans la détection des matériaux, parce que ces absorptions sont très particulières. Mais cette lumière blanche, on ne peut pas seulement le faire dans l'air, dans l'eau, on peut même le faire dans l'air. Et ça, c'est le projet TerraMobil. Et vous voyez ici sur cet écran-là, la émission d'une lumière blanche dans l'atmosphère. Et ça, c'est une lumière blanche qui propage pour plusieurs kilomètres. Et ça, on peut bien entendu utiliser également pour la détection de la pollution, notamment plusieurs polluants en même temps. On peut identifier l'aérosol avec, et même des corps solides. C'était ça qu'on voulait vous montrer, c'est la recherche en cours. Et ça, c'est un de nos buts. Nous avons plusieurs, nous voulons détecter la pollution dans l'air, des bactéries. On veut caractériser l'atmosphère et on veut contrôler la foudre. La recherche qui se fait sur cette table-là, qu'on a amenée ici pour montrer à un grand public qu'est-ce que c'est la recherche. Et pour cela, on était très heureux qu'on était ici au Palais de la Découverte. Bonjour, je m'appelle François, je suis français, je suis en postdoc actuellement à Genève et j'ai vraiment pris du plaisir à présenter toute cette manip aux gens, montrer actuellement où en est la recherche en physique actuellement. Guten Tag, ich bin Tobias aus Berlin und hatte viel Spaß daran, in dieser wunderschönen Stadt die Experimente vorzuführen. Vielen Dank. Salut! Numele meu este Andreea Merli, sunt originală din România și mi-a făcut deosebită plăcere să fac experimente în minunatul Musée Palais de la Découverte. Bonjour, je m'appelle Noël et je travaille sur le projet TerraMobil à Lyon et je suis très heureuse de venir ici au Palais de la Découverte pour présenter nos recherches au grand public. 大家好，我是李少辉，来自中国上海，很高兴来到巴黎这个美丽的城市。大家好，我叫张鑫，来自中国北京，我们热爱激光技术。 Hola amigos, me llamo Aldo, soy de México y me da mucho gusto estar en esta maravillosa ciudad de París compartiendo esta experiencia. Gracias. Bonjour, je m'appelle François, je suis ici à Paris au Palais de la Découverte, très heureux d'accueillir dans le cadre Un chercheur, une manip, toute cette équipe de jeunes thésards, chercheurs de toutes les nations qui sont venus nous apporter leurs compétences et leur enthousiasme. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Sylvain, je suis responsable du programme Un chercheur, une manip et j'étais très heureux de travailler à ce projet avec une telle équipe internationale.